même du pouvoir aujourd'hui, le pouvoir est incapable de passer commande. Et ça me semble quand même très très nouveau. Or, il me semble que dans la commande se joue quelque chose qui est très important, c'est que dans la commande, une personnalité ou une instance politique ou culturelle s'expose véritablement. Si effectivement elle relaye la commande par toute une hiérarchie d'expertise, elle refuse cet enjeu de l'exposition. Bon. Or, ça n'est probablement pas par hasard si, au cours de son travail, Geertz est passé d'une commande portant sur la Shoah, et donc ça a été le fameux monument, la fameuse tour qui s'enfonce à côté de Hambourg, jusqu'à des commandes qui auraient pu être passées par des SDF. Bon. Et là, il y a une continuité dans son travail, qui est la question de l'apparition ou de l'exposition de soi-même sur la scène publique. Bon. En effet, bon, ceux qui sont au fond du tunnel, enfin au fond du puits, véritablement, les SDF aujourd'hui, sont véritablement dans l'incapacité de passer une commande. Et donc on comprend que le vrai travail de l'artiste, c'est peintre, qui n'est pas un travail social, c'est d'amener ceux-là qui sont sans lieu ni feu, qui sont sans nom à la limite, les amener à reprendre la parole, mais pour reprendre la parole pour passer commande à l'artiste, comme si fondamentalement c'était aujourd'hui le meilleur, c'était quand même répondre à une sorte de loi morale ou politique qui nous dit d'apparaître. La première forme de la loi morale ou de la loi politique, elle s'adresse à nous en disant tu dois apparaître sur la scène publique. Ça n'est qu'à ce prix-là, d'ailleurs, qu'il peut y avoir véritablement une action politique. Donc, il en est arrivé à ce que, par ce travail qui a été fait à Paris en 2000, qui s'intitule les mots de Paris, il en est arrivé à ce que ceux qui étaient hors langage, fort langage, on pourrait dire, ou fort le sens, il en est arrivé à ce que les disparus de la société, les disparus du social, réapparaissent par le biais d'une sorte de commande publique qu'il posait à l'artiste, qu'il plaçait véritablement face à l'artiste. Et donc, peut-être que la difficulté aujourd'hui, donc, elle est dans cette nécessité où nous sommes de trouver les vraies instances qui vont passer commande. Et donc, s'agissant plutôt des philosophes à ce moment-là, nous nous trouvons face dans des situations où il y a un État qui, par l'intermédiaire de son ministère de la Recherche, par exemple, passe des commandes publiques, mais ces commandes publiques sont plutôt un moyen de distribuer de l'argent, de distribuer des budgets, et ces commandes sont tellement imprécises, tellement aussi obsolètes par rapport à la situation, qu'il est du rôle du philosophe de déjà rédiger la commande lui-même. C'est-à-dire amener non pas l'État à passer véritablement commande, mais à transformer cette commande extrêmement vague et généraliste en une commande à laquelle véritablement il pourra répondre. Parce qu'encore une fois, on ne travaille qu'à la commande. Mais encore faut-il donc qu'on arrive à cette situation où on peut répondre à une commande quelconque. Dès lors, je dirais que, vu la transformation du site des arts, c'est ce qu'on pourrait appeler la numérisation des images, des sons, du texte, etc., ce que Lyotard avait très bien exposé dans cette fameuse exposition au centre Georges Pompidou, exposition appelée les immatériaux. Bon, on sent bien que le site des arts n'est plus le site moderne, ce site qui s'était mis en place, disons, avec la Renaissance et qui va perdurer, disons, selon les arts, jusqu'à la fin du XIXe siècle ou du XXe siècle. Ce fond étant, pour aller très très vite, constitué par une sorte de sol pré-géométrique qui est la projection. On est en train de sortir de ce monde pré-géométrique, de ce monde de la projection, qui va de la perspective pour aller très très vite jusqu'au cinéma,
qui sont tous des appareils de projection. On est donc en train de sortir peu à peu de ce monde pour rentrer dans un monde qui est celui du numérique, et où effectivement le sol pré-géométrique, si on garde cette notion, n'est plus le sol de la projection, mais plutôt celui de la simulation, de quelque chose qui relève de dispositifs dont le modèle serait plutôt le radar. Bon, on est quand même on est à ce moment-là dans un tout autre monde. Et face à cette situation des arts, qui n'est pas simplement la situation des arts, mais qui est la situation de l'être en commun aujourd'hui, pour nous tous, il me semble que plus personne, l'État ou ses institutions de recherche, est capable de passer commande parce qu'il n'a pas. Ces institutions de recherche n'ont pas le vocabulaire, n'ont pas les problématiques véritablement adéquates pour passer des commandes précises. Et donc les essayistes, les philosophes, et ceux du collège de philosophie, et ça a été une des grandes tâches du collège de philosophie dans les années 80, c'est-à-dire d'explorer les nouveaux supports, de s'interroger, d'interroger les marges de la philosophie, etc., d'interroger la notion d'archive, la notion de musée, etc. C'était le travail qu'on a pu accomplir dans les années 80. Eh bien, on voit bien que le collège de philosophie là, a pu servir de modèle institutionnel, à savoir nous aider les directeurs de programme à préciser des commandes que passait une sorte d'état à la limite imaginaire, pour effectuer quoi? Pour effectuer une direction de programme, pour mettre en place une direction de programme. Et donc c'est paradoxal qu'on est dans cette situation où pour répondre à la commande, nous-mêmes, nous étions amenés à mettre en place des programmes de recherche. C'était un peu une situation renversée. Bon. Et effectivement, je crois que si on est dans cette situation renversée, si on reste dans le champ de l'art et des écrits sur l'art, puisque c'est un peu mon domaine, bon, on voit bien que la production littéraire ou esthétique qui va se développer du fait de cette transformation du site de l'art, ça ne pourra plus être l'essai sur l'art, au sens classique du terme. Roland Barthes étant là peut-être avec la Chambre claire, un très très bel exemple d'essai sur la photographie. Ce serait plus là, dans la mesure où on est dans cette situation d'avoir à préciser une commande totalement vague et à la transformer en direction de programme. Et donc on est amené à livrer au public des textes qui ne sont plus véritablement des essais poétiques, dans le meilleur des cas, sur l'art, mais plutôt à développer des programmes de recherche. Et donc ces programmes de recherche consistent de fait à une sorte dans une tentative de précision de la commande qui n'est pas passée parce qu'elle n'existe, enfin, elle est impossible à passer véritablement. Et donc nous sommes dans cette position où nous devons affiner les termes d'une commande possible, et nous avons à faire la critique d'un certain nombre de termes en particulier qui sont devenus trop vagues ou trop obsolètes. Si on considère donc les nouveaux supports de l'art, il s'agirait de remettre en cause la notion de numérisation, qui n'est pas une numérisation, la notion de matrice, une bonne partie du vocabulaire qui a été utilisé pour rendre compte de la nouvelle situation des arts. Qu'en est-il quand un philosophe ou un artiste reçoit une commande et que cette commande a plutôt des visées communicationnelles pour l'instance qui commande? Je pense par exemple à l'entreprise. On voit de plus en plus de philosophes qui sont embauchés, d'une certaine manière, par les entreprises, et qui vont servir l'entreprise. Mais peut-être qu'à ce moment-là, il y a toujours, enfin, il y a la nécessité pour le philosophe de répondre à la commande, mais avec deux aspects, c'est-à-dire à la fois répondre à cette commande qui est directe en tant que... Enfin, dans la mesure où il peut effectivement la décrypter, en décrypter les enjeux. Et puis, comme tout artiste qui, sous la Renaissance italienne, par exemple, recevait commande, à la fois donc répondre à la commande du mécène, c'était le sens du contrat, on peut difficilement sortir du contrat, mais en même temps répondre à un contrat qui aurait été passé par un tout autre.
Et la seule chance à ce moment-là que cette commande donne lieu à un programme de recherche et que ce programme de recherche ait une quelconque légitimité et puisse servir véritablement à d'autres, c'est qu'à la fois on servira le mécène ou l'entrepreneur qui va financer la commande, mais en même temps on répondra, et c'est tout le génie de celui qui répond à la commande, qu'il soit artiste ou philosophe, de répondre à une commande comme si elle était passée par un tout autre. Jean-Louis Deshottes, merci d'avoir participé à Procédure de rappel. À très bientôt. Merci.